La commandante Zigzata se tenait sur le pont du vent stellaire, les yeux rivés sur les écrans qui n'affichaient que le vide spatial. La commandante Vellari servait la coalition galactique depuis 30 ans et n'avait jamais rien vu de pareil. Les capteurs gravitationnels s'affolaient, affichant d'énormes distorsions spatiales inexplicables. Commandant, les anomalies s'intensifient, rapporta son officier scientifique, un jeune Chitori nommé Quetzal. Ses traits insectoïdes trahissaient son inquiétude, tandis qu'il tapotait son panneau de contrôle avec ses avant-bras. Ce qui provoque tout ça, Estouche, c'est colossal. Vraiment colossal. Sixième s'approcha de l'écran principal. Son vaisseau, le Van Stellaire, mesurait 800 mètres de long et était considéré comme l'un des plus grands de la flotte de la coalition. La plupart des vaisseaux extraterrestres étaient bien plus petits, conçus pour la vitesse et l'efficacité plutôt que pour la taille. La coalition avait appris depuis longtemps que les grands vaisseaux étaient plus difficiles à entretenir et trop coûteux à construire. Avez-vous une idée de ce qui pourrait causer des distorsions gravitationnelles d'une telle ampleur demanda-t-elle. Sexil secoua la tête. L'ordinateur indique qu'il faudrait un objet de la taille d'une petite lune pour générer de tels relevés. Or, il n'y a ni lune ni planète dans ce secteur. L'équipage du pont commençait à s'inquiéter. Les Vellari, les Chitori et les autres espèces de la coalition exploraient l'espace depuis des millénaires. Ils avaient vu bien des choses étranges, mais rien de comparable. Les distorsions se déplaçaient en formation comme une flotte de vaisseaux, mais aucun vaisseau ne pouvait être aussi massif. Le commandant appela l'officier de communication, un aquari à la peau bleue. Nous recevons des signaux du champ de distorsion. Ils sont artificiels. Quelqu'un essaie de communiquer avec nous. Zixtra sentit son cœur s'emballer. Le premier contact avec une nouvelle espèce était toujours dangereux. La coalition avait des règles pour gérer ces situations, mais elles étaient inconçues pour des rencontres normales. Rien dans cette situation n'était normal. Affichez-le sur l'écran principal, ordonna-t-elle. L'écran vacilla, puis afficha quelque chose qui plongea tout l'équipage du pont dans un silence de mort. L'espace lui-même semblait se déchirer, créant des tunnels de lumière et d'énergie. De ces tunnels émergeaient des formes qui grossissaient à mesure qu'elles s'approchaient. « Par les dieux anciens », murmura Sexl. « Ce sont des vaisseaux, mais ils ne ressemblent à aucun de ceux que la coalition a jamais vus. » Le premier vaisseau à sortir entièrement du tunnel était lisse et blanc, avec d'étranges inscriptions sur sa coque. Les capteurs commencèrent à calculer sa taille, et les chiffres étaient incohérents. 5000 mètres, lut Kextol d'une voix tremblante. « Commandant, ce vaisseau mesure 5000 mètres de long. » Zix fixa l'écran. Leur propre vaisseau mesurait 800 mètres et était considéré comme grand. Ce vaisseau extraterrestre était plus de 6 fois plus imposant. Mais ce n'était que le début. D'autres vaisseaux émergèrent des tunnels. Chacun était gigantesque, surpassant tout ce qui existait dans l'espace de la coalition. Les capteurs continuaient de grimper. 7000, 10 000, 12 000. L'équipage du pont observait en silence l'apparition successive des vaisseaux, chacun plus grand que le précédent. 15 000 OR, annonça Quexal d'une voix à peine audible. « C'est impossible !» rétorqua l'officier d'armement, un Dracari à écailles rouges. « Aucune espèce ne construit de vaisseau aussi grand. Les matériaux à eux seuls coûteraient plus que ce que la plupart des planètes produisent en un siècle. » Mais les capteurs ne mentaient pas, et d'autres vaisseaux continuaient d'arriver. Puis apparut le plus grand. Il avança lentement dans le tunnel, mettant plusieurs minutes à en sortir complètement. L'équipage du pont, stupéfait, observa les capteurs calculer sa taille. Les chiffres grimpaient sans cesse, dépassant tout ce qu'ils croyaient possible. 32 000 mètres, annonça finalement Sexil. « Commandant, ce vaisseau mesure 32 000 mètres de long. C'est comme une ville volante. » Zixa dut s'asseoir. En toutes ces années de service, à travers les batailles contre les pirates et les premiers contacts avec des espèces hostiles, elle n'avait jamais ressenti une telle peur. La flotte extraterrestre qui se dressait devant eux représentait une puissance inimaginable pour la coalition. « Combien y a-t-il de vaisseaux » demanda-t-elle, comptant toujours. « Au moins 50 vaisseaux principaux, plus des centaines de vaisseaux d'escorte plus petits.
Mais même leurs vaisseaux d'escorte sont plus grands que nos plus gros cuirassés. Le système de communication émit un signal, indiquant un message entrant. Les extraterrestres voulaient-ils parler? Zixa prit une profonde inspiration pour calmer son cœur qui battait la chamade. « Faites-les passer », ordonna-t-elle. L'écran principal afficha une nouvelle image. C'était un visage humain, même si la coalition l'ignorait encore. L'extraterrestre ressemblait à plusieurs espèces de la coalition. 2 yeux, un nez et une bouche. Mais il y avait quelque chose dans ce regard qui mit Zixer mal à l'aise. De la confiance. Ces êtres n'avaient pas peur. « Salutations », dit l'humaine dans un langage parfaitement standard de la coalition. « Je suis l'ambassadrice Sarah Chen des Systèmes terrestres unis. Nous venons en paix et en amitié. Nous avons détecté votre station de surveillance et souhaitions nous présenter à votre coalition galactique. » Le fait qu'il connaissait déjà l'existence de la coalition fut une autre surprise. Depuis combien de temps nous observait-il? Ici le commandant Zixtera du Tumee, vaisseau de la coalition, le Vent stellaire, répondit-elle d'une voix assurée. Bienvenue dans l'espace de la coalition. Votre flotte est impressionnante. L'humaine sourit. Merci. Nous nous excusons si notre arrivée a suscité des inquiétudes. Nous savons que nos vaisseaux sont plus imposants que ceux auxquels vous êtes habitués. Nous pouvons tout vous expliquer si vous souhaitez nous rencontrer. Un peu plus grand, Zix faillit rire de cette litote. Ces vaisseaux n'étaient pas simplement plus grands. Ils étaient d'une taille incroyablement gigantesque, voire effrayante. Nous serions honorés de vous rencontrer, dit Sixte. Peut-être pourriez-vous envoyer une petite délégation à bord. Le sourire humain s'élargit. Nous apprécions l'invitation, mais nous espérions plutôt que vous nous rendriez visite. Nous avons plus d'espace pour des discussions diplomatiques dignes de ce nom. Nous pouvons envoyer une navette vous chercher. Avant que Zixata ne puisse répondre, ses capteurs détectèrent un nouveau contact. Un petit vaisseau de la flotte humaine s'approchait. Mais à mesure qu'il se rapprochait, elle réalisa qu'il était loin d'être petit. La navette mesurait 300 mètres de long, presque la moitié de la taille du vent stellaire. « Commandant », murmura Sextol. Leur navette est plus grande que la plupart de nos vaisseaux de guerre. Zixtor comprit que tout ce qu'elle croyait savoir sur les voyages spatiaux et la conception des vaisseaux était faux. Ces humains n'avaient pas seulement construit des vaisseaux plus grands, ils les avaient construits à une échelle qui semblait ignorer toutes les lois normales de la physique et de l'économie. Alors que l'immense navette approchait, Zixter prit sa décision. Elle devait voir ces vaisseaux de près. Elle devait comprendre comment ces humains avaient accompli un exploit que tous les ingénieurs de la coalition jugeaient impossible. « Préparez une équipe diplomatique », ordonna-t-elle. « Nous allons monter à bord du vaisseau humain. » « Lequel ?» demanda son second. Zixtera observa l'écran qui affichait des dizaines de vaisseaux, chacun plus grand que n'importe quel autre dans l'espace de la coalition. « Le plus grand », répondit-elle. Alors que la navette s'amarrait au vent stellaire, Zixter comprit que ce premier contact avec l'humanité allait tout changer. La coalition se croyait la civilisation la plus avancée de cette partie de la galaxie. Mais ces humains venaient de prouver qu'il existait des niveaux de développement dont la coalition n'avait même jamais rêvé. L'époque des petits vaisseaux et de la gestion rigoureuse des ressources était révolue. Les humains étaient arrivés et ils avaient apporté leurs villes avec eux. La commandante Zixatara se sentait minuscule tandis que la navette humaine s'approchait de l'immense vaisseau nommé Léviathan. À travers les hublots, elle pouvait voir le vaisseau, humain, grandir sans cesse jusqu'à remplir tout leur champ de vision. La pilote de la navette, une humaine affable nommée lieutenant Torres, semblait parfaitement à l'aise pour se déplacer à bord du vaisseau géant. « C'est la première fois que vous voyez un de nos vaisseaux-villes » demanda Torres avec un sourire. « Vaisseau-ville » répéta Zixter. Son interprète fonctionnait, mais le concept lui paraissait obscur. « C'est comme ça qu'on les appelle » expliqua Torres.
Le Léviathan abrite environ 200 000 personnes. C'est comme une ville volante, capable de voyager entre les étoiles. 200 000 personnes. La planète natale de Zixtera ne comptait que 50 millions d'habitants. L'idée de transporter 200 000 personnes sur un seul vaisseau lui était inconcevable. La navette pénétra dans une immense ouverture, à la vue du Léviathan. Zixata s'attendait à voir un quai d'amarrage ordinaire, mais ce qu'elle découvrit la laissa sans voix. Le hangar était immense, s'étendant à perte de vue. Des dizaines de navettes et de vaisseaux plus petits étaient garés en rangées impeccables, et des ouvriers s'activaient comme de minuscules fourmis. « Voici le hangar numéro 7, dit Torres d'un ton désinvolte. L'un des plus petits, l'un des plus petits. Zixata observa les alentours tandis qu'ils atterrissaient. Le hangar était plus grand que tout son vaisseau. Si celui-ci était petit, à quoi pouvaient maintes bien ressembler les grands? Le docteur Sarah Chen les attendait à leur sortie de la navette. Grande pour une humaine, elle avait les cheveux noirs et un regard doux. Derrière elle se tenaient plusieurs autres humains, tous vêtus d'uniformes bleus sobres. « Bienvenue à bord du Léviathan », dit le docteur. Chen tendit la main en guise de salutation. « J'espère que votre voyage s'est bien passé. Votre vaisseau est impressionnant. » Parvint à dire Zixtather. Le docteur Chen sourit. « Merci. Nous savons qu'il est probablement plus grand que ceux auxquels vous êtes habitués. Souhaiteriez-vous une visite? Je pense que cela vous aiderait à comprendre pourquoi nous construisons à cette échelle. » Tandis qu'il parcourait le vaisseau, Zixatara peinait à assimiler ce qu'elle voyait. Les couloirs étaient si larges que des véhicules terrestres pouvaient y circuler. Les plafonds étaient si hauts qu'ils semblaient se fondre dans l'obscurité. Tout était construit à une échelle qui paraissait conçue pour des géants, et non pour des personnes de taille normale. « Pourquoi vos couloirs sont-ils si larges ?» demanda Quexal, l'officier scientifique Shitori qui accompagnait la mission diplomatique. « Par souci d'efficacité ?» répondit le docteur Chen. « Nous y faisons transiter beaucoup de personnes et de marchandises. Il vaut mieux les construire larges dès le départ, plutôt que de se retrouver avec des embouteillages plus tard. » Ils traversèrent ce que le docteur Chen appelait une zone résidentielle. Par de grandes fenêtres, Zixata aperçut des immeubles d'appartements semblables à ceux de n'importe quelle planète. Des gens marchaient sur les trottoirs. Des enfants jouaient dans les parcs, et il y avait même des arbres et de l'herbe. « Vous avez une forêt sur votre vaisseau, » dit Zixtather, incrédule. « Plusieurs forêts, » corrigea le docteur Chen, « et des lacs, des fermes, des écoles, des hôpitaux, des usines, tout ce dont une ville a besoin. Nous ne nous contentons pas de voyager entre les étoiles, commandant. Nous emportons notre civilisation avec nous. » Ils s'arrêtèrent sur une plateforme d'observation donnant sur un vaste espace ouvert à l'intérieur du vaisseau. Zixtra contemplait avec émerveillement ce qui ressemblait à une ville entière flottant dans l'espace. Des bâtiments s'élevaient du plancher du navire, reliés par des ponts et des passerelles. On se déplaçait sur des tapis roulants et dans de petits véhicules. « Voici la place centrale », expliqua le docteur Chen. « Le cœur de notre ville. Environ 15 000 personnes vivent et travaillent dans ce seul quartier. »« Comment est-ce possible ?» murmura Sexel. « La prouesse technique à elle seule est tout simplement incroyable. Le poids, les besoins en énergie, les systèmes de survie. » Le docteur Chen les conduisit à une plateforme d'observation où ils purent consulter les spécifications techniques affichées sur de grands écrans. Quexadol agitait frénétiquement les avant-bras tandis qu'il s'efforçait de prendre des notes sur tout ce qu'il voyait. « Nos réacteurs à fusion produisent suffisamment d'énergie pour alimenter une petite planète, » expliqua le docteur Chen. « Nous possédons nos propres usines, ce qui nous permet de fabriquer tout ce dont nous avons besoin. Nos systèmes de recyclage sont si efficaces que nous ne gaspillons quasiment rien. Mais le coût, comme l'a souligné Zixer, construire un tel engin nécessite les ressources d'un système stellaire entier. »« C'est exact, » a acquiescé le docteur Chen. « C'est pourquoi nous ne les construisons que pour des missions de longue durée.
Ce navire a nécessité 5 ans de construction et le travail de millions de personnes. Mais une fois construit, il peut fonctionner de manière autonome pendant des décennies. Ils ont visité les fermes du navire où des aliments étaient cultivés dans d'immenses serres. Ils ont vu les zones de production où robots et humains travaillaient ensemble à la fabrication de tout, des vêtements aux systèmes informatiques. Ils ont visité les écoles où des enfants humains apprenaient aux côtés d'enseignants holographiques. Vous n'êtes pas seulement des explorateurs, réalisa Zixra. Vous êtes des colons. Mais au lieu de chercher des planètes où vivre, vous avez construit vos propres planètes. Exactement, dit le docteur Chen. Nous avons appris depuis longtemps que les planètes n'ont pas toujours ce dont nous avons besoin. Il pourrait faire trop chaud ou trop froid, l'atmosphère pourrait être inadaptée ou les ressources trop éloignées. C'est pourquoi nous avons décidé d'emporter tout le nécessaire. Dans le centre de commandement du vaisseau, Zix Thater rencontra le capitaine Rodriguez, un homme âgé et bourru, aux cheveux gris et au regard fatigué. Le centre de commandement était aussi vaste que la passerelle de 10 vaisseaux de la coalition réunis et comptait des centaines de postes de contrôle. « Bienvenue à bord », dit le capitaine Rodriguez. « Sarah vous a fait visiter, si j'ai bien compris. Que pensez-vous de notre petit vaisseau ?»« Petit vaisseau ?» Zixtor faillit rire. « Il ne ressemble à rien de ce que nous avons vu jusqu'ici. Comment faites-vous pour coordonner autant de personnes et de systèmes ?» Avec de l'entraînement, répondit Rodriguez en souriant. Et avec des ordinateurs vraiment performants. Nous construisons des vaisseaux comme celui-ci depuis une 50aine d'années. Celui-ci est en fait de 3e génération, bien plus performant que les premiers modèles. Il y a d'autres vaisseaux de ce type ? Demanda Kextol. Ah oui, répondit le docteur Chen. Le Léviathan n'est qu'un des 50 vaisseaux-villes de notre flotte actuelle. Chacun est conçu pour des missions différentes. Certains se concentrent pas sur la recherche scientifique, d'autres sur la colonisation, d'autres encore sur la production. 50 vaisseaux comme celui-ci. Zixa eut le vertige à cette pensée. La flotte entière de la coalition comptait peut-être 2000 vaisseaux, la plupart bien plus petits que les vaisseaux d'escorte humains. « Depuis combien de temps votre peuple voyage-t-il dans l'espace ?» demanda-t-elle. « Environ 200 ans depuis que nous avons atteint la vitesse supraluminique, docteur. » Chen répondit. « Nous avons commencé modestement, comme tout le monde. Mais nous avons vite compris que petits vaisseaux riment avec petites ambitions. Pour explorer véritablement la galaxie, il faut emmener toute sa civilisation avec soi. » Au fil du voyage, Zixt commença à saisir la philosophie humaine. Ils ne concevaient pas l'espace comme un vide abyssal à traverser au plus vite. Ils y voyaient un lieu de vie, de construction et de développement. Leurs vaisseaux n'étaient pas de simples moyens de transport. C'étaient des foyers dotés de tout le nécessaire à l'épanouissement de la civilisation humaine. « Votre peuple doit être très courageux, » dit Ziktara, alors qu'il retournait au hangar pour consacrer autant de ressources à de tels vaisseaux. « Ou très obstiné, » ajouta le docteur Chen, dit en riant. « Les humains n'aiment pas qu'on leur dise que quelque chose est impossible. Quand nos ingénieurs nous ont dit que nous ne pouvions pas construire des vaisseaux aussi grands, nous avons pris cela comme un défi. » Alors que Zixtera s'apprêtait à regagner son vaisseau, elle réalisa que tout ce que la coalition croyait savoir sur les voyages spatiaux était faux. Ils avaient vu petit, construit petit, rêvé petit. Les humains leur avaient ainsi montré qu'il existait une autre voie. L'univers allait devenir bien plus intéressant. L'historienne Veltana, du peuple du Verseau, avait consacré sa vie à l'étude de l'essor et du déclin des civilisations à travers la galaxie. Elle avait écrit des livres sur les grands empires, les colonies abandonnées, et les espèces qui avaient tenté de construire trop vite et trop grand. Mais, assise sur la grande place du vaisseau humain Léviathan, tout ce qu'elle croyait savoir sur la civilisation lui sembla faux. Cette grande place était un immense espace ouvert à l'intérieur du vaisseau, surmonté d'un dôme de verre laissant entrevoir les étoiles. Des arbres poussaient dans des jardins soigneusement aménagés, et une petite rivière coulait au centre de cet espace. Des gens se promenaient sur des sentiers, s'asseyaient sur des bancs, et des enfants jouaient dans des aires de jeu. L'endroit ressemblait trait pour trait à la place centrale de n'importe quelle grande ville,
à ceci près que cette ville flottait dans l'espace. C'est magnifique, dit Beltana au docteur Chen, assis en face d'elle, à la terrasse d'un petit café. Mais je ne comprends pas comment votre peuple peut se permettre de construire un tel engin. Le docteur Chen prit une gorgée de son café et sourit. C'est une question que nous posent toutes les espèces que nous rencontrons. Tout le monde nous prend pour des fous de construire des vaisseaux aussi grands. Mais laissez-moi vous poser une question. Comment votre peuple colonise-t-il de nouveaux mondes? De façon classique, répondit Veltana. Nous envoyons de petits navires efficaces chargés de provisions de base. Les colons construisent ce dont ils ont besoin avec les ressources locales. Cela prend du temps, mais ça fonctionne. Et combien de colonies échouent? Demanda le docteur Chen après une pause. La question était délicate. Environ la moitié, admit-elle. Parfois, les ressources locales ne sont pas celles que nous avions prévues. Parfois, les colons n'arrivent pas à s'adapter au nouvel environnement. Parfois, ils abandonnent tout simplement. Exactement, a confirmé le docteur Chen. Vous demandez à des gens de quitter tout ce qu'ils connaissent et de recommencer à zéro, presque sans rien. C'est incroyablement difficile. Mais que se passerait-il s'ils n'avaient rien à abandonner? Elle a désigné du doigt la place où des familles profitaient d'un après-midi ensemble. À bord de ce vaisseau, chacun vit comme sur Terre. Même nourriture, même divertissement, même logement confortable. Une fois arrivés à destination, nous n'aurons pas à bâtir une civilisation à partir de rien. Elle existe déjà. Feltana commençait à comprendre la logique, mais cela lui paraissait encore excessif. Le prix à payer est pourtant moindre que vous ne le pensez, intervint une nouvelle voix. Feltana se retourna et vit un homme de grande taille s'approcher de leur table. Le docteur Chen le présenta. « C'est le capitaine Rodriguez. Puis-je me joindre à vous ?» demanda Rodriguez en tirant une chaise. « J'ai entendu que vous posiez des questions sur les coûts. C'est une question qui me préoccupe beaucoup. » Il se pencha en arrière sur sa chaise et désigna le dôme au-dessus d'eux. « Voyez-vous, la plupart des espèces considèrent les vaisseaux comme un moyen de transport. Vous construisez le plus petit navire capable de vous emmener du point A au point B, mais nous considérons les navires comme des investissements. » « Des investissements ?» demanda Feltana. « Ce navire a nécessité 5 ans et d'énormes ressources pour sa construction, » expliqua Rodriguez. « Mais une fois terminé, il peut fonctionner pendant 50 ans, voire plus. Et pendant ces 50 années, il ne se contente pas de consommer des ressources, il en produit aussi. » Le docteur Chen acquiesça. « Nous fabriquons tout ce dont nous avons besoin ici même, à bord. Nos usines produisent des biens que nous échangeons avec d'autres mondes. Nos laboratoires de recherche développent de nouvelles technologies. Nos fermes produisent plus de nourriture que nous ne pouvons en consommer. Vous gagnez de l'argent tout en voyageant, » réalisa Veltana. « Exactement, » répondit Rodriguez. « D'ici à ce que ce vaisseau ait terminé sa mission, il aura largement rentabilisé son investissement et aura établi une présence humaine permanente dans cette partie de la galaxie. » Un groupe d'enfants humains passa en courant devant leur table, se poursuivant et riant. Beltana les observa et ressentit une étrange tristesse. Elle se souvint des vaisseaux coloniaux Aquarii, exigus et inconfortables, où les enfants passaient des années à rêver du jour où ils pourraient à nouveau contempler le ciel ouvert. « Vos enfants grandissent heureux, » remarqua-t-elle. « C'est bien là l'essentiel, » répondit le docteur Chen. « Quand on demande à des gens de passer des décennies à voyager entre les étoiles, il faut s'assurer qu'ils puissent mener une vie épanouie durant ce voyage. Mariage, enfants, carrière, études, loisirs, tout doit être possible. » Rodriguez se leva et s'approcha de la balustrade qui surplombait la place. « Venez voir, » dit-il. « Je veux vous montrer quelque chose. » Feltana le rejoignit. En contrebas, la place était animée. Les gens faisaient leurs courses, mangeaient, retrouvaient des amis, faisaient du sport. On se serait cru dans n'importe quel centre-ville animé. « Vous voyez ce couple là-bas » demanda Rodriguez en désignant un jeune homme et une jeune femme assis au bord de la rivière. Ils se sont rencontrés sur ce bateau il y a 3 ans et se sont mariés,
dans la chapelle du Pont 15. Ils attendent maintenant leur premier enfant. Il désigna un autre endroit où des personnes âgées jouaient avec des petites balles. Ces gens-là sont retraités. Ils ont passé leur vie à travailler dans différents services du vaisseau. Maintenant, ils consacrent leur temps à enseigner aux jeunes, à créer des œuvres d'art ou tout simplement à profiter de la vie. Et ces enfants, il montra une aire de jeu où des dizaines d'enfants jouaient ensemble. Ils sont nés sur ce vaisseau. Pour eux, ce n'est pas un vaisseau spatial, c'est leur foyer, c'est le monde qu'ils connaissent. Feltana sentit les larmes lui monter aux yeux. De toutes ses études sur les civilisations galactiques, elle n'avait jamais rien vu de tel. La plupart des voyages spatiaux étaient une question d'endurance, de survie pour atteindre une destination. Mais les humains avaient créé quelque chose de différent. Ils avaient créé un mode de vie en voyageant. « Comment votre peuple a-t-il développé cette philosophie ?» demanda-t-elle. Le docteur Chen les rejoignit à la rambarde. Principalement par tâtonnement. Nos premiers vaisseaux coloniaux étaient petits comme ceux des autres. Et comme tout le monde, nous avons connu de nombreux échecs. Des gens passaient des années à voyager vers un nouveau monde pour finalement découvrir qu'ils n'étaient pas adaptés. Ou bien ils arrivaient sans les ressources nécessaires pour bâtir une colonie digne de ce nom. Alors, nous avons commencé à voir plus grand. Rodriguez ajouta, « Au lieu d'envoyer des gens sur des mondes que nous espérions habitables, nous avons décidé d'emmener le monde avec nous. Si une planète ne convient pas, nous continuons simplement à voyager jusqu'à en trouver une qui le soit. Et en attendant, nous continuons à vivre pleinement notre vie. » Un doux carillon résonna sur la place, et Vélana vit des gens commencer à se rassembler en petits groupes. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle. « Ce sont des réunions communautaires en soirée », expliqua le docteur Chen. Les habitants de différents quartiers se réunissent pour discuter des problèmes locaux, organiser des événements et partager des nouvelles. C'est ainsi que nous entretenons les liens sociaux dans une communauté aussi vaste. Vélana observa des personnes de tous âges se regrouper et discuter avec animation. Elle pouvait observer l'amitié, les désaccords, les rires et les discussions sérieuses. C'était exactement ce qui se passait dans toute communauté saine. « Vous n'avez pas seulement construit un grand navire, » dit-elle, comprenant enfin. « Vous avez construit une société qui peut exister partout. » « Vous commencez à comprendre, » dit Rodriguez avec un sourire. « C'est pourquoi la taille compte. On ne peut pas avoir une véritable société avec 100 personnes entassées sur un petit navire. Il faut des milliers de personnes, de l'espace pour vivre, travailler et se divertir, et des ressources pour faire fonctionner tout cela. » Tandis qu'ils retournaient vers les quartiers diplomatiques, Veltana voyait les choses différemment. Les larges couloirs n'étaient pas superflus. Ils étaient indispensables à une communauté de cette taille. Les parcs et les espaces de loisirs n'étaient pas des luxes. Elles étaient essentielles à la santé mentale lors des longs voyages. Les usines et les écoles n'étaient pas des extras. Elles faisaient du vaisseau une véritable civilisation, et non un simple moyen de transport. « D'autres espèces voudront apprendre de vous, » dit-elle au docteur Chen en arrivant dans ces quartiers. « Nous l'espérons, » répondit le docteur Chen. « Nous serions ravis de partager nos découvertes, mais cela exige une approche différente des voyages spatiaux et de la colonisation. Que voulez-vous dire ?» Le docteur Chen marqua une pause devant la porte de la chambre de Veltana. La plupart des espèces perçoivent que l'espace comme un vide absolu entre les lieux qu'elles souhaitent visiter. Nous le percevons comme notre lieu de vie. Ce vaisseau ne nous emmène pas à destination. Ce vaisseau est notre destination. Cette nuit-là, Veltana, allongée dans son lit confortable, dans une cabine plus spacieuse que la plupart des vaisseaux de la Coalition, repensa à tout ce qu'elle avait vu. Les humains n'avaient pas seulement résolu les problèmes techniques liés à la construction de vaisseaux gigantesques. Ils avaient résolu les problèmes sociaux et psychologiques des voyages spatiaux de longue durée. Ils avaient prouvé qu'il était possible d'emmener une civilisation entière vers les étoiles. Et une fois que d'autres espèces auraient compris ce qui était possible,
plus rien ne serait comme avant. Galvac, chef de la sécurité de la flotte FUT de la coalition, arpentait nerveusement ses quartiers à bord du vent stellaire. Les immenses vaisseaux humains stationnaient paisiblement dans l'espace depuis 3 jours, mais ils ne parvenaient pas à se défaire d'un sentiment de danger. Ses écailles rouges, d'ordinaire plaquées contre sa peau, se hérissèrent, signe inconscient d'alarme. Les Drahari descendaient de prédateurs, et tous les instincts de Grvax lui criaient que la flotte humaine représentait une menace sans précédent pour la coalition. Il avait combattu des pirates, des extraterrestres hostiles et des systèmes d'IA rebelles. Mais ses ennemis étaient devenus des ennemis normaux, utilisant des armes et des tactiques qu'il connaissait. Ces humains étaient indifférents, monsieur. Son assistant, un jeune officier Shitori, entra dans la pièce avec une tablette. Vous avez demandé l'analyse tactique des vaisseaux humains. Grvac prit la tablette et parcourut le rapport. Ces chiffres lui glacèrent le sang. Les vaisseaux d'escorte humains, qu'ils appelaient destroyers, étaient plus grands que les cuirassés de la coalition. Leurs vaisseaux principaux, les cités vaisseaux, étaient si massifs qu'ils étaient à peine visibles sur les échelles conçues pour les vaisseaux spatiaux classiques. « Avez-vous calculé leur capacité d'armement potentiel ?» demanda-t-il. « Nous avons essayé, monsieur », répondit l'aide de camp d'une voix nerveuse. « Vu leur taille et leur puissance, ils pourraient embarquer des systèmes d'armes plus imposants que toute notre flotte réunie. Mais nos capteurs ne détectent aucune signature d'armement évidente. » C'était ce qui inquiétait le plus Grvac. Les humains se disaient pacifiques, mais des vaisseaux de cette taille pouvaient dissimuler des systèmes d'armes colossaux. Et s'ils mentaient sur leurs intentions, la coalition serait impuissante. Il prit une décision, demandez une rencontre avec les dirigeants humains. Je veux constater par moi-même leur capacité de défense. 2 heures plus tard, Grvac se retrouva dans une salle de conférence du Léviathan, plus grande que tout le pont de commandement de son vaisseau. En face de lui étaient assis le docteur Sarah Chen et le capitaine Rodriguez, accompagnés de plusieurs autres officiers humains. Ils semblaient tous calmes et amicaux, ce qui, paradoxalement, ne fit qu'accroître son anxiété. « Monsieur Grvac, chef de la sécurité, » dit le docteur Chen avec un sourire. « Merci de vous joindre à nous. Le capitaine Rodriguez m'informe que vous avez des questions concernant les systèmes de défense de notre navire. » « En effet, » répondit Grvac, s'efforçant de garder une voix calme. « Vos vaisseaux sont d'une taille sans précédent. Le Conseil de sécurité de la coalition s'inquiète des applications militaires possibles. » Le capitaine Rodriguez se laissa aller dans son fauteuil. « Je comprends vos inquiétudes. À votre place, je serais probablement inquiet moi aussi. Serait-il utile que nous vous montrions nos systèmes de défense? Vous feriez cela ?» demanda Grvac, surpris. « Bien sûr, » répondit le docteur Chen. « Nous n'avons rien à cacher. Capitaine Rodriguez, pourriez-vous organiser une démonstration ?» 20 minutes plus tard, Grvac se tenait sur une plateforme d'observation, observant l'activation des systèmes de défense du Léviathan. Ce qu'il vit lui coupa le souffle. Des panneaux coulissants le long de la coque s'ouvrirent, révélant des milliers d'armes de défense rapprochées. Chaque arme était plus imposante que les canons principaux des vaisseaux de la coalition. Des boucliers énergétiques s'activèrent autour de l'immense vaisseau, créant une barrière qui brillait doucement dans l'obscurité de l'espace. Notre système de défense rapproché peut cibler et détruire les missiles, les chasseurs ou les débris qui s'approchent, expliqua nonchalamment le capitaine Rodriguez. Nous avons besoin de cette capacité, car un vaisseau de cette taille est une cible facile pour des cibles plus petites et plus rapides. Des attaquants. « Combien de systèmes d'armes possédez-vous » demanda Grax d'une voix à peine audible. « Environ 10 000 tourelles de défense rapprochées rien que sur ce vaisseau, » répondit Rodriguez. « Sans compter les générateurs de boucliers principaux, les systèmes de guerre électroniques et le blindage. 10 000 armes. » Le groupe de combat de Grvac disposait d'une 50aine de systèmes d'armes au total. Les humains disposaient d'une puissance de feu supérieure sur un seul vaisseau à celle de la coalition réunie dans toute sa flotte. « Et c'est un vaisseau civil ?» parvint-il à demander. Le docteur Chen et le capitaine Rodriguez échangèrent un regard. « Oui », répondit lentement le docteur Chen. «
C'est un vaisseau d'exploration et de colonisation. Nous ne sommes pas des militaires. Alors, à quoi ressemblent vos vaisseaux militaires? Le silence qui suivit était plus terrifiant que n'importe quelle arme. Finalement, le capitaine Rodriguez prit la parole. Nos forces armées opèrent à une toute autre échelle. Il ajouta d'une voix calme, « Les vaisseaux que vous voyez ici, ce sont des bâtiments civils. Nous les construisons pour l'exploration, la colonisation et le commerce. Nos vaisseaux militaires sont bien plus grands. » Grolvac sentit ses jambes flancher. Comment quoi que ce soit pouvait-il être plus grand que ces gigantesques vaisseaux-villes? Le docteur Chen sembla remarquer son trouble. Chef de la sécurité, je tiens à être très clair sur un point. L'humanité n'a aucune intention hostile envers la coalition, ni envers aucune autre espèce. Nous sommes venus ici pour établir des relations amicales et des partenariats commerciaux. Mais vous pourriez anéantir notre civilisation entière si vous le vouliez. Probablement, admit le capitaine Rodriguez. Mais nous ne le souhaitons pas. La conquête n'est pas profitable, et nous sommes un peuple très pragmatique. Il est bien préférable de vous avoir comme amis et partenaires commerciaux que comme ennemis ou sujets. Le docteur Chen se leva et se dirigea vers la fenêtre, contemplant les étoiles. Permettez-moi de vous dire quelque chose sur l'humanité, chef de la sécurité. Nous avons construit des choses tout au long de notre histoire, des villes, des nations, des civilisations. Nous avons appris qu'il vaut toujours mieux construire ensemble que de s'entre-détruire. Mais votre peuple comprend certainement que d'autres espèces pourraient se sentir menacées par vos vaisseaux. Bien sûr que oui, répondit Rodriguez. C'est pourquoi nous sommes si transparents avec vous. Nous voulons que vous compreniez que ces vaisseaux ne sont pas des armes pointées sur vos mondes. Ce sont des foyers où notre peuple vit et travaille. Pour le lui démontrer, ils ont emmené Grolvac visiter une nouvelle fois le vaisseau. Mais cette fois, au lieu de lui montrer l'ingénierie impressionnante et les espaces de vie confortables, ils lui ont fait découvrir la réalité plus prosaïque de la vie, à bord d'un vaisseau-ville. Ils ont visité les garderies où les enfants humains jouaient, pendant que leurs parents travaillaient. Ils ont visité les hôpitaux où les médecins soignaient toutes sortes d'affections, des fractures au mal de l'espace. Ils ont observé des adolescents suivre des cours, apprendre les mathématiques, la littérature et l'art. Voyez-vous, expliqua le docteur Chen tandis qu'ils observaient en mettre un groupe de personnes âgées jouer aux cartes dans une salle de loisirs. Ce n'est pas un vaisseau de guerre qui se fait passer pour une ville. C'est une ville qui se trouve être capable de se défendre. Dans les secteurs de la production, Grolvac comprit la véritable raison d'être de la taille gigantesque du vaisseau. D'immenses usines fabriquaient tout ce dont la communauté humaine avait besoin. Nourriture, vêtements, appareils électroniques, meubles, et même œuvres d'art et divertissement. Le vaisseau était totalement autosuffisant. Nous construisons grand parce que nous avons besoin de grand, expliqua le capitaine Rodriguez, tandis qu'ils observaient des robots assembler des systèmes informatiques. Quand on subvient aux besoins de 200 000 personnes, il faut une capacité industrielle à la hauteur. Et si une autre espèce nous attaquait, demanda Grovax, nous nous défendrions, répondit simplement Rodriguez. Mais nous préférerions largement éviter cette situation. C'est pourquoi nous dialoguons avec vous au lieu de simplement revendiquer un territoire et d'y établir des colonies. Au fil de la visite, Grvac commença à comprendre le point de vue humain. Il n'avait pas construit ces vaisseaux gigantesques pour intimider ou conquérir. Il les avait construits parce que leur approche de la colonisation exigeait des ressources et des infrastructures colossales. Mais le résultat était le même. Qu'ils l'aient voulu ou non, les humains avaient créé une flotte capable de dominer n'importe quelle autre espèce de la galaxie. La question était de savoir ce qu'ils feraient de ce pouvoir. « Et maintenant ?» demanda-t-il, tandis qu'il retournait dans la salle de conférence. Le docteur Chen sourit. « Maintenant, nous discutons. Nous établissons des relations commerciales, échangeons des technologies et apprenons les uns des autres. Nous partageons nos connaissances sur l'habitat spatial à grande échelle, et vous nous faites découvrir vos mondes et vos cultures. »
Et si la coalition décide que vous êtes trop dangereux pour être nos voisins? Le silence retomba dans la pièce. Finalement, le capitaine Rodriguez prit la parole. Ce serait regrettable, dit-il d'une voix calme, mais ce serait aussi une erreur. Nous ne sommes pas venus ici pour nous battre, chef de la sécurité. Nous sommes venus ici pour construire quelque chose de mieux. Tandis que Grolvac regagnait son vaisseau, l'esprit, tourmenté par les implications de ses pensées, les humains disaient vrai quant à leurs intentions pacifiques, mais ils avaient aussi démontré une puissance capable de remodeler la galaxie entière. La coalition se trouvait face à un choix. Elle pouvait traiter les humains comme des ennemis et tenter de les contenir ou de les anéantir. Mais cela mènerait presque certainement à sa propre destruction. Ou bien, elle pouvait accepter les humains comme alliés et chercher à apprendre d'eux. En contemplant les immenses vaisseaux humains flottant paisiblement dans l'espace, Galvac comprit que la galaxie venait d'entrer dans une nouvelle ère. L'ère des géants avait commencé, et tous les autres allaient devoir s'adapter, sous peine d'être laissés pour compte. L'alarme d'urgence de la station de surveillance de la coalition hurla dans le silence de l'espace. Le commandant Zixter se précipita vers l'écran principal où se déroulait un spectacle terrifiant. Une gigantesque tempête d'astéroïdes, plus puissante que tout ce qui a été enregistré dans l'histoire, fonçait droit sur Caster Prime, la planète colonisée par la Coalition. « Dans combien de temps allons-nous toucher le sol ?» demanda-t-elle. « 18 heures, répondit son officier scientifique, Sexil. Son calme habituel avait disparu, remplacé par une panique à peine contenue. « Commandant, la tempête compte plus de 3000 astéroïdes. Certains sont aussi gros que des pâtés de maison. L'impact détruira la colonie entière. » Sixte sentit son cœur se serrer. 4A Prime abritait 12 millions de citoyens de la coalition. Les systèmes de défense planétaire pouvaient résister à de petites pluies de météores, mais pas à une telle catastrophe. Évacuer 12 millions de personnes en 18 heures était impossible. Envoyer un signal de détresse prioritaire à toutes les flottes de la coalition, ordonna-t-elle. Demandez une assistance immédiate. C'est fait, répondit l'officier de communication. La flotte de la coalition la plus proche est à 4 jours de marche. Même nos vaisseaux les plus rapides n'arriveront pas à temps. Le silence retomba sur la passerelle, seulement troublé par le bip régulier des capteurs qui suivaient les astéroïdes approchant. 12 millions de personnes étaient montées sur le point de mourir, et la coalition était impuissante à les sauver. « Commandant !» s'écria soudain l'officier de communication. « Nous recevons une transmission de la flotte humaine. » Le visage du docteur Sarah Chen apparut sur l'écran principal. Derrière elle, Zixter pouvait apercevoir l'activité intense du centre de commandement du Léviathan. « Commandant Zixter !» annonça le docteur Chen sans préambule. « Nous avons détecté une tempête d'astéroïdes se dirigeant vers votre planète colonisée. »« Nous pouvons vous aider, docteur Chen ?» répondit Zixter, une lueur d'espoir dans la voix. « Votre aide à Seid serait précieuse, mais je dois vous prévenir. La situation est extrêmement dangereuse. Il s'agit de milliers de gros astéroïdes se déplaçant à une vitesse incroyable. »« Nous comprenons, » dit le capitaine Rodriguez, apparaissant à côté du docteur Chen sur l'écran. « Nos vaisseaux sont déjà en position. Temps d'interception estimé, 14 heures. »« Interceptés ?» demanda Zixter. « Capitaine, je crois que vous ne vous rendez pas compte de l'ampleur de cette tempête. Il faudrait des centaines de vaisseaux pour dévier ou détruire autant d'astéroïdes. » Le capitaine Rodriguez esquissa un sourire sombre. « Commandant, je crois que vous ne vous rendez pas compte de la taille de nos vaisseaux. » Pendant plusieurs heures, Zixt observa avec stupéfaction la flotte humaine se déplacer avec une précision coordonnée. Les gigantesques vaisseaux-villes, qui avaient paru lents et pâteaux, accélérèrent à des vitesses défiant toute logique, compte tenu de leur taille colossale. Leurs vaisseaux d'escorte se déployèrent en formation, chacun se positionnant le long de la trajectoire de la tempête d'astéroïdes. « Comment font-ils pour aller si vite ?» demanda Sexadal, les yeux rivés sur ses instruments.
Des vaisseaux de cette taille devraient mettre des heures à changer de cap. Leurs moteurs sont proportionnels à leur taille, expliqua le Dr Chen par liaison radio. Quand on construit à une échelle colossale, on obtient des performances colossales. Alors que la flotte humaine approchait de la tempête d'astéroïdes, Zixatara vit quelque chose dont elle se souviendrait toute sa vie. Le Léviathan et ses vaisseaux jumeaux se positionnèrent directement sur la trajectoire des plus gros astéroïdes, utilisant leur masse colossale comme bouclier. « Que font-ils » murmura l'officier d'armement. « Ces astéroïdes vont les réduire en miettes. » Mais lorsque la première vague d'astéroïdes frappa les vaisseaux humains, rien ne se produisit. Les énormes rochers, certains aussi grands que des immeubles, rebondirent simplement sur la coque comme des cailloux heurtant une montagne. Les boucliers énergétiques se sont déployés en absorbant les impacts, mais les vaisseaux eux-mêmes sont restés intacts. Nos coques sont conçues pour les longs voyages dans l'espace lointain, expliqua calmement le capitaine Rodriguez, tandis que les astéroïdes continuaient de frapper son vaisseau. Nous avons rencontré de nombreux champs de débris au fil des ans. Une petite tempête de roches ne nous inquiète pas outre mesure. Pendant ce temps, les vaisseaux d'escorte humains s'attaquaient aux astéroïdes de plus petite taille, dans une démonstration de force qui laissa les observateurs de la coalition sans voix. Des milliers d'armes tiraient simultanément, réduisant en poussière des roches spatiales dangereuses. La précision était incroyable. Chaque tir atteignit sa cible et, en quelques minutes, des centaines d'astéroïdes furent entièrement détruits. « Combien de vaisseaux avez-vous en opération » demanda Sixte, tentant de dénombrer les signatures des armes sur ses capteurs. « Tous » répondit le docteur Chen. 52 vaisseaux principaux et environ 300 vaisseaux plus petits. Le moment semblait idéal pour un exercice naval. Pour la coalition, il s'agissait de la bataille navale du siècle, nécessitant la mobilisation de tous les navires disponibles et de milliers d'hommes. Pour les humains, c'était un exercice d'entraînement. Tandis que la tempête d'astéroïdes faisait rage, Zixte observait les vaisseaux miniers humains, dont elle ignorait même la présence, se mettre en action. Ces vaisseaux étaient conçus pour fragmenter les astéroïdes et en extraire des minéraux précieux, et ils se mirent au travail avec une efficacité redoutable. Ces vaisseaux miniers, dit-elle au Dr Chen, sont plus grands que nos cuirassés. Les vaisseaux industriels sont généralement imposants, acquiesça le Dr Chen. Lorsqu'on exploite un champ d'astéroïdes, il faut pouvoir traiter rapidement de grandes quantités de matériaux. Les vaisseaux miniers déployaient d'énormes bras mécaniques qui saisissaient les astéroïdes et les acheminaient vers des chambres de traitement. En quelques minutes, des astéroïdes dangereux se transformèrent en matières premières précieuses, stockées dans les cales du vaisseau. « Vous ne vous contentez pas d'arrêter la tempête d'astéroïdes » observa Sexil avec émerveillement. « Vous la récoltez » ajouta le capitaine Rodriguez en riant. « Il serait dommage de gaspiller de si bonnes ressources. Ces astéroïdes contiennent suffisamment de métaux rares pour approvisionner plusieurs systèmes stellaires. » Au moment où le dernier astéroïde fut détruit ou capturé, la flotte humaine avait transformé une catastrophe naturelle en une opération minière lucrative. La planète colonisée Qatar Prime était en sécurité et les humains avaient accumulé suffisamment de matières premières pour construire plusieurs nouveaux vaisseaux. « Commandant !» dit le docteur Chen annonça, tandis que le signal de fin d'alerte était diffusé vers la planète colonisée. « Nous transmettons les matériaux transformés à votre peuple en guise de cadeau. Considérez cela comme un geste d'amitié entre nos civilisations. » Thor, les yeux rivés sur les relevés des capteurs, observait des vaisseaux cargo chargés de métaux raffinés se dirigeant vers Catherine Prime. La valeur des matériaux dépassait celle de toute la production économique annuelle de la colonie. « Docteur Chen, dit-elle, la voix étranglée par l'émotion, vous avez sauvé 12 millions de vies aujourd'hui. La coalition ne l'oubliera pas. »« Nous l'espérons, » répondit le docteur Chen avec un sourire. « Car nous aimerions proposer un projet commun. » Ce projet commun, comme il s'avéra, allait transformer la coalition à jamais.
Les humains proposèrent de partager leur technologie de construction navale et d'aider la coalition à construire ses propres vaisseaux-villes. On ne peut pas simplement vous donner les plans, expliqua le capitaine Rodriguez lors d'une réunion à bord du Léviathan 2 jours plus tard. Les vaisseaux de cette taille exigent une approche totalement différente en matière d'ingénierie, de gestion des ressources et d'organisation sociale. Mais nous pouvons vous former. Formez-nous, a demandé l'amiral Kixnor de la flotte de la coalition, venu remercier personnellement les humains pour leur aide. Un projet de construction conjoint, a déclaré le Dr Chen. Nous travaillerons ensemble à la construction du premier vaisseau-ville de la coalition. Vos hommes apprendront nos techniques et prendront connaissance de vos besoins et préférences. L'amiral Kixnor semblait sceptique. Un tel projet prendrait des années et exigerait des ressources considérables. Environ 5 ans, acquiesça Rodriguez. Et oui, ce sera coûteux, mais moins que vous ne le pensez, surtout si nous mobilisons nos ressources. Le docteur Chen activa un écran holographique présentant des plans de vaisseaux. Nous avons analysé la technologie et les structures sociales de la coalition. Votre peuple préfère des communautés plus petites et plus intimes que les humains. Aussi, au lieu d'un immense vaisseau-ville, nous pourrions construire un vaisseau adapté à vos besoins culturels. L'hologramme montrait un vaisseau de grande taille, selon les normes de la coalition, mais plus petit que les vaisseaux-villes humains. Il a été conçu avec plusieurs sections distinctes reliées par des tubes de transit, permettant ainsi la formation de petits groupes communautaires, comme le préféraient les espèces vivant en coalition. Il pourrait accueillir environ 50 000 personnes, a expliqué le Dr Chen, assez grand pour être autosuffisant, mais organisé d'une manière qui soit familière à votre peuple. Au cours des mois suivants, le projet de construction conjoint devint l'entreprise d'ingénierie la plus ambitieuse de l'histoire de la coalition. Des ingénieurs humains travaillèrent aux côtés de scientifiques de la coalition, partageant leurs connaissances et résolvant ensemble les problèmes. Sixtra, promu à la tête du projet, se retrouva à passer le plus clair de son temps à bord du Léviathan, à apprendre les techniques de construction humaine. Elle observa d'immenses systèmes de production, fabriquer des composants qui étaient ensuite assemblés dans l'espace par des équipes d'humains et de travailleurs de la coalition. Votre peuple apprend vite, remarqua le capitaine Rodriguez, tandis qu'il regardait des ingénieurs Shitori manœuvrer des engins de construction. Nous avons eu d'excellents professeurs, répondit Ziktara. J'avoue cependant que penser à cette échelle reste difficile pour nous. Tu t'y habitueras, la rassura Rodriguez. Une fois que tu auras vu ce qui est possible, tu ne pourras plus te contenter de penser petit. Le projet de construction dura exactement 5 ans, comme les humains l'avaient bien prédit. Lorsque le premier vaisseau-ville de la coalition, baptisé Unity en hommage à la coopération interespèce, fut enfin achevé, il représentait bien plus qu'une simple technologie de pointe. Il incarnait une nouvelle vision de l'exploration et de la colonisation spatiale. Lors de la cérémonie d'inauguration organisée sur la place principale d'Unity, des représentants de dizaines de mondes de la coalition se sont réunis pour célébrer l'événement. L'activité battait son plein à bord du vaisseau, tandis que les familles de la coalition emménageaient dans leur nouveau foyer parmi les étoiles.